Cette vidéo. La Seconde Guerre mondiale n'était pas seulement un affrontement entre armées et nations, c'était aussi un champ de bataille pour les technologies de pointe et les innovations secrètes. Derrière le front, des scientifiques travaillaient en secret sur des inventions qui avaient le potentiel de renverser le cours de la guerre, dont beaucoup n'ont été révélées que des décennies plus tard. Nous vous dévoilons aujourd'hui 20 technologies secrètes de la Seconde Guerre mondiale dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les sous-marins allemands représentaient une menace considérable pour les voies d'approvisionnement alliées dans l'Atlantique Nord. Pour y remédier, l'inventeur britannique Geoffrey Pike proposa une idée peu orthodoxe, construire un gigantesque porte-avions en glace. C'est ainsi qu'est né le projet Habakkuk, une expérience de guerre secrète britannico-canadienne, soutenue par Lord Mountbatten et initialement approuvée par Winston Churchill lui-même. Le navire devait être construit en picrète, un matériau composite composé de glace et de pulpe de bois, beaucoup plus résistant et fondant plus lentement que la glace ordinaire. Étonnamment, les balles le pénétraient à peine et sa flottabilité était impressionnante. Le modèle original mesurait plus de 600 mètres de long, pesait environ 2,2 millions de tonnes et comportait des pistes suffisamment longues pour accueillir des bombardiers lourds. La durabilité du picrète impressionna les ingénieurs. La légende raconte que Churchill demanda une démonstration, au cours de laquelle une balle ricocha et faillit blesser un officier. Un prototype fut construit sur le lac Patricia en Alberta au Canada en 1943, mais les difficultés s'accumulèrent rapidement. Le navire nécessitait un système de refroidissement complexe pour rester congelé même en eau froide, et les matériaux et la main-d'œuvre se faisaient de plus en plus rares. En 1944, le projet fut officiellement abandonné. Numéro 19. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon lança une arme secrète contre les États-Unis, les Fugo ou ballons incendiaires. Il ne s'agissait pas de bombes conventionnelles, mais de ballons remplis d'hydrogène transportant des bombes incendiaires et à fragmentation, conçus pour surfer sur le courant G au-dessus de l'océan Pacifique. De fin 1944 à début 1945, le Japon largua plus de 9000 ballons explosifs destinés à déclencher des incendies de forêt, à semer la panique et à détourner l'attention américaine du front du Pacifique. Chaque ballon, mesuré environ 10 mètres de diamètre, était fabriqué en papier washi léger et équipé de sacs de lestage et de capteurs barométriques pour maintenir l'altitude. Il pouvait flotter jusqu'à 3 jours et parcourir plus de 9600 km, un exploit exceptionnel pour l'époque. Environ 300 ballons ont atteint l'Amérique du Nord, de l'Alaska au Mexique et jusqu'au Michigan. L'incident le plus meurtrier s'est produit le 5 mai 1945, près de Blythe dans l'Oregon, lorsqu'Elsie Mitchell et 5 enfants ont été tués après avoir croisé un ballon écrasé. Ce fut la seule action ennemie meurtrière sur le sol américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour éviter la panique et empêcher le Japon de réagir, le gouvernement américain a imposé un blackout médiatique. La stratégie a porté ses fruits. Le Japon a estimé que la campagne avait échoué et a mis fin au programme en 1945. Numéro 18. Le ministère britannique de la guerre, intrigué par l'idée de déployer des véhicules directement dans les zones de combat, commença à expérimenter le transport aérien. L'un des projets les plus étranges fut le Rotabuggy Hafner, aussi connu sous le nom de Jeep volante, un étrange hybride entre une Jeep Willys et un autogire. En 1942, l'ingénieur austro-britannique Raoul Hafner conçut une version planeur d'une Jeep militaire, capable d'être tractée par un avion et d'atterrir sans piste. Une Jeep standard était équipée d'un imposant rotor à 2 pales sur le dessus, d'une dérive à l'arrière et de gouvernails stabilisateurs. Elle faisait partie d'un ensemble plus vaste d'expériences, incluant le rotachute et le rotatank, visant au déploiement aérien de troupes et de matériel. Les vols d'essai commencèrent en 1943, la Jeep étant tractée par un bombardier Whitley, le rotor lui permettant de descendre en planant comme un gyrocoptère. Étonnamment, le Rotabuggy volait plutôt bien. Il atteignait des vitesses allant jusqu'à 105 km/h et atterrissait en douceur grâce à ses pales rotatives et à ses roues amortissantes. Cependant, le projet fut finalement abandonné. En 1944, de meilleures méthodes de transport des Jeeps par avion apparurent, rendant le concept obsolète. Numéro 17. Face à l'intensification de la guerre navale, plusieurs pays ont développé des torpilles habitées, de petits submersibles pilotés par des plongeurs, conçus pour des missions de sabotage secrètes.
L'Italie a été pionnière en la matière avec le Mayal, officiellement connu sous le nom de Siluro a lenta corsa ou torpille lente. Surnommé le cochon en raison de sa maniabilité complexe, il s'agissait d'un sous-marin biplace équipé d'ogives amovibles. Les plongeurs italiens, entraînés à la furtivité, utilisaient le Mayal pour infiltrer les ports et fixer des explosifs aux navires ennemis. Leur plus célèbre succès eut lieu en 1941 lorsqu'ils mirent hors d'état de nuire deux cuirassés britanniques, le HMS Queen Elizabeth et le Valiant, à Alexandrie. Les Britanniques développèrent leur propre version, le Chariot, basé sur le modèle italien, avec des résultats mitigés lors des missions en Norvège et en Sicile. L'Allemagne créa le Neger, une torpille monoplace à dôme de verre. Contrairement au modèle italien et britannique, le Neger était notoirement dangereux et souvent considéré comme une arme suicide. Des versions ultérieures, comme le Marder et le Seahound, présentèrent de légères améliorations, mais restèrent peu fiables. Les États-Unis développèrent également le Sleeping Beauty, un sous-marin monoplace destiné à l'infiltration secrète. Bien que prometteur lors des essais, il n'a jamais participé au combat en raison de sa complexité et de l'évolution des priorités en temps de guerre. Numéro 16. Les États-Unis et la Nouvelle-Zélande ont collaboré sur une arme secrète extraordinaire, le projet SEAL, plus connu sous le nom de bombe tsunami. Lancé en 1944, ce projet visait à créer des tsunamis artificiels capables de dévaster les villes côtières et les bases navales ennemies. L'idée était de déclencher des vagues massives grâce à une série d'explosions sous-marines chronométrées. Sous la direction du physicien néo-zélandais Thomas Leach, des ingénieurs de la marine américaine ont effectué des essais dans le port de Wellington et au large des côtes néo-zélandaises. De grandes quantités d'explosifs ont été déclenchés sous l'eau pour simuler les conditions d'un tsunami. Certains essais ont généré des vagues considérables, mais elles étaient loin d'atteindre la puissance destructrice souhaitée. Un tsunami véritablement dévastateur aurait nécessité des explosifs bien plus puissants, placés avec une précision extrême, un véritable cauchemar logistique en temps de guerre. Les courants océaniques imprévisibles et l'ampleur de l'opération la rendaient impraticable. Le projet SEAL est resté confidentiel pendant des décennies, soulevant des questions quant au potentiel d'une telle arme aujourd'hui. Numéro 15. L'une des armes secrètes les plus étranges et ambitieuses développées par les Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale était le Grand Panjandrum. Il s'agissait d'un énorme char explosif propulsé par fusée, conçu pour briser le mur de béton de l'Atlantique allemand. Le concept est né en 1942 au ministère britannique de l'approvisionnement. En substance, le Panjandrum était un énorme engin en bois à deux roues, d'environ 6 mètres de diamètre, équipé de dizaines de moteurs fusées sur ses jantes. Le plan prévoyait de le lancer depuis des péniches de débarquement sur les plages lors d'assauts amphibies. Il fonçait ensuite à toute vitesse sur les défenses ennemies, franchissait les obstacles et faisait exploser sa charge explosive pour ouvrir la voie à l'infanterie et aux chars. Dotée de 28 roquettes à cordite sur chaque roue, l'arme devait atteindre une vitesse de 100 km/h, une forme précoce et extrêmement peu conventionnelle de propulsion terrestre par fusée. Elle emportait environ 680 kg d'explosifs, destinés à détruire les positions fortifiées. En pratique cependant, le Panjandrum s'est avéré quasiment impossible à contrôler. Les fusées fournissaient une poussée inégale, provoquant des vrilles, des dérapages, voire des décollages. Lors des essais, il est devenu dangereux pour son propre équipage. Le projet a été abandonné en 1943 en raison de son impraticabilité et de sa dangerosité. Numéro 14. Les Hobart Funnies étaient des chars spécialement modifiés conçus pour surmonter les obstacles mortels du mur de l'Atlantique lors du débarquement du jour J en juin 1944. Nommé d'après le major général Percy Hobart, le commandant de chars britannique visionnaire qui les a conçus, ces machines étranges mais incroyablement efficaces combinaient une ingénierie inventive avec la nécessité du champ de bataille, transformant les chars standards en véhicules d'assaut polyvalents. Les Funnies comprenaient des chars de déminage comme le Sherman Crab, équipés de chaînes rotatives pour faire exploser les mines en toute sécurité. D'autres modèles déposaient des tapis sur le sable mou et les cratères pour faciliter le passage des véhicules. Certains étaient des chars lance-flammes pour nettoyer les bunkers et les tranchées. Il y avait aussi des chars poseurs de ponts pour franchir rapidement les fossés anti-chars, ainsi que des chars amphibies, des générateurs de fumée et des véhicules de démolition. Hobart comprit que les chars conventionnels seraient inefficaces contre les plages lourdement fortifiées de Normandie. Ces machines excentriques ont été cruciales pour briser les défenses allemandes et ont joué un rôle clé dans le succès de l'opération Overlord. Numéro 13.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale et au début de la guerre froide, le Canada et les États-Unis ont développé conjointement un projet aéronautique insolite, l'Avro Canada VZ9 Avrocar. Il s'agissait d'une soucoupe volante expérimentale propulsée par des moteurs à réaction, conçue comme un avion à décollage et atterrissage verticaux VTOL révolutionnaire. Né de la fascination d'après-guerre pour les avions en forme de disque, l'Avrocar se voulait plus agile et plus polyvalent que les avions ou les hélicoptères. Construit par Avro Canada et financé par les États-Unis à la fin des années 40, cet appareil était destiné à la reconnaissance ou au transport depuis des emplacements improvisés. L'Avrocar utilisait 3 réacteurs pour propulser un turborotor central, dirigeant la poussée vers le bas pour le décollage. Cependant, des vols d'essai dans les années 1950 révélèrent une instabilité extrême. Un phénomène appelé upcapping, un mouvement de balancement incontrôlable, rendait le vol stationnaire difficile. L'Avrocar pouvait à peine s'élever de quelques mètres au-dessus du sol et voler en ligne droite s'avéra quasiment impossible. Malgré plusieurs tentatives d'amélioration, le projet fut abandonné en 1961. Pourtant, sa forme de soucoupe et son caractère secret alimentèrent les spéculations sur les ovnis pendant des années. Numéro 12. L'un des projets secrets les plus étranges de la Seconde Guerre mondiale fut sans conteste le projet Pigeon, un ambitieux projet visant à créer un missile à guidage biologique contrôlé par des pigeons. Développé en 1943 par le célèbre psychologue B.F. Skinner, ce projet visait à exploiter l'intelligence animale pour des frappes de précision, bien avant l'apparition des systèmes de guidage électronique. L'idée était simple mais brillante. Des pigeons étaient entraînés à reconnaître les navires ennemis sur un petit écran situé dans le nez d'un missile. Lorsqu'ils piquaient l'image correcte, des capteurs enregistraient l'action et ajustaient la trajectoire de l'arme. Skinner utilisait le conditionnement opérant, récompensant les pigeons pour leur reconnaissance précise. Les tests ont montré que les oiseaux pouvaient suivre les cibles et diriger le missile avec fiabilité. Logés dans un minuscule cockpit équipé d'un écran cathodique, leur coup de bec dirigeait les gouvernes du missile. Bien que le système ait fonctionné de manière surprenante, il n'a jamais été perfectionné et l'armée américaine a finalement opté pour des solutions électroniques. Numéro 11. L'Union soviétique utilisait une tactique controversée et sinistre, des chiens dressés à transporter des explosifs et à charger les véhicules ennemis. L'idée était simple mais brutale. Dresser des chiens à ramper sous les chars ennemis, la charge explosant au contact. Le programme a débuté au début des années 1940 avec des chiens errants dressés à chercher de la nourriture sous les chars. On leur a ensuite appris à cibler les véhicules en mouvement et plus particulièrement le train d'atterrissage, là où les explosifs seraient les plus efficaces. L'objectif était de saper la domination blindée allemande, notamment lors de grandes batailles comme celle de Koursk. En pratique, les choses tournaient souvent mal. De nombreux chiens, désorientés par le chaos de la guerre, retournaient à leur position avec des conséquences tragiques. Les soldats allemands reçurent plus tard l'ordre d'abattre à vue tout chien approchant. Malgré des préoccupations éthiques et un succès limité, les soviétiques poursuivirent le programme par pur désespoir de guerre. Numéro 10. Au début des années 1940, l'Union soviétique expérimenta l'un des concepts de guerre aérienne les plus ambitieux et les plus insolites, les chars planeurs. L'idée était d'équiper des chars légers d'ailes et d'un empennage amovible afin qu'ils puissent être remorqués par un avion et planer au combat sans avoir besoin d'un avion de transport. Le modèle le plus connu était l'Antonov A-40, également appelé char volant. Conçu par le légendaire ingénieur soviétique Oleg Antonov, il s'agissait d'un char léger T-60 équipé de grandes ailes biplanes en bois et d'un empennage double. Le char lui-même servait à la fois de fuselage et de train d'atterrissage. En 1942, un essai fut mené. Un T-60 modifié était remorqué par un bombardier TB3. Cependant, son poids imposa un largage anticipé. Le char plana brièvement, atterrit brutalement et fut récupéré, prouvant que le concept était théoriquement réalisable, mais en pratique irréalisable. Une aérodynamique médiocre, un poids excessif et des moteurs sous-alimentés rendirent le projet irréalisable. Numéro 9. Alors que les sous-marins allemands ravageaient les voies maritimes alliées, la marine britannique cherchait des moyens plus efficaces pour détruire les sous-marins. Les grenades sous-marines étaient puissantes mais imprécises, explosant à des profondeurs prédéfinies et manquant souvent leur cible. C'est pourquoi en 1942, elle développa le Hedgehog, un mortier anti-sous-marin à tir frontal qui révolutionna la guerre sous-marine.
Le Hedgehog lançait 24 petits explosifs disposés en ovale devant le navire, tout en maintenant le contact sonar avec la cible, ce que les grenades sous-marines ne pouvaient pas faire. Chaque bombe était munie d'une mèche de contact et n'explosait qu'à l'impact avec un objet solide, comme la coque d'un sous-marin. Cela minimisait les explosions inutiles et augmentait considérablement les chances d'impact. Le Hedgehog fut installé sur des navires d'escorte comme les corvettes et les destroyers et fit rapidement ses preuves. Non seulement il était plus efficace, mais il avait aussi un fort effet psychologique, une explosion signifiait presque toujours un coup sûr. Numéro 8. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne a développé le radar H2S, le premier radar terrestre aéroporté au monde, pour aider les bombardiers à localiser leurs cibles depuis les airs avec une plus grande précision. Introduit en 1943, il permettait aux bombardiers de la Royal Air Force, comme le Halifax et le Lancaster, de voir le sol à travers les nuages et l'obscurité. Le radar émettait des impulsions qui rebondissaient sur les villes, les rivières et les côtes. Ces réflexions étaient affichées sur un écran cathodique dans le cockpit, fournissant une carte du terrain rudimentaire mais utile. Grâce au H2S, les avions pouvaient naviguer et identifier les cibles de bombardement avec plus de précision, ce qui était particulièrement utile pour les raids nocturnes sur des villes comme Hambourg et Berlin. Mais le secret ne dura pas longtemps. En février 1943, un bombardier Sterling transportant le système fut abattu au-dessus des Pays-Bas. Les Allemands récupérèrent l'appareil et développèrent rapidement le FUG-350 Naxos, un détecteur radar capable de cibler les signaux H2S. Ce fut à la fois une avancée technologique et une nouvelle vulnérabilité. Numéro 7. De toutes les armes inhabituelles développées pendant la Seconde Guerre mondiale, la bombe chauve-souris était peut-être la plus étrange. Sous le nom de code Projet X-Ray, les États-Unis ont élaboré un plan visant à larguer des milliers de chauves-souris équipés de minuscules charges de napalm sur des villes japonaises. L'idée est venue du dentiste américain Little S. Adams qui proposa en 1942 que les chauves-souris mexicaines à queue libre puissent transporter des bombes incendiaires à retardement. Les chauves-souris seraient larguées au-dessus de zones urbaines et, suivant leur instinct, se percheraient dans les greniers ou les toits des bâtiments en bois, puis boum, une détonation retardée déclencherait des incendies. Étonnamment, le projet reçut l'approbation complète de l'armée. Des essais furent menés sur une base du Nouveau-Mexique, mais lors d'un essai, des chauves-souris s'échappèrent et brûlèrent accidentellement un hangar et la voiture du général. En 1944, le programme fut abandonné, l'attention se reportant sur la bombe atomique. Numéro 6. Cela peut paraître de la science-fiction, mais le Japon travaillait réellement sur un rayon mortel à micro-ondes pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette arme secrète, appelée Kugo, visait à neutraliser les avions ennemis en perturbant leur moteur ou leur électronique grâce à un rayonnement micro-ondes concentré. Le célèbre physicien Shin Ichiro Tomonaga, futur prix Nobel, participait au projet. L'idée était qu'un faisceau micro-ondes focalisé puisse enflammer du carburant, perturber les systèmes d'allumage ou désactiver des circuits. Des tests furent réalisés à l'université Nihon de Tokyo à l'aide de magnétrons, la même technologie qui fut ensuite utilisée dans les fours à micro-ondes. Selon certaines sources, l'appareil pouvait tuer de petits animaux à courte portée, ce qui témoigne d'une certaine efficacité. Cependant, sa mise à l'échelle s'est avérée impossible. L'énergie nécessaire pour atteindre un avion à distance était colossale et le Japon manquait cruellement d'énergie durant les dernières années de la guerre. Numéro 5. Dans une tentative désespérée de percer les défenses allemandes lourdement fortifiées, les États-Unis lancèrent l'opération Aphrodite. Il s'agissait d'une expérience audacieuse et meurtrière visant à convertir des bombardiers hors service en bombes volantes radiocommandées. L'une des premières tentatives de guerre par drone, la technologie était si primitive à l'époque qu'elle était aussi dangereuse qu'innovante. À partir de 1944, le plan consistait à démonter de vieux B-17 et B-24 jusqu'à leur carcasse et à les remplir de 9000 kg d'explosifs Torpex. Un équipage de 2 hommes décollait, montait à environ 600 mètres d'altitude, armait les explosifs et sautait en parachute. Un deuxième avion prenait ensuite les commandes à distance et guidait le bombardier vers des cibles renforcées comme des sites d'armes 5, des enclos à sous-marins et des bunkers souterrains. Mais ces missions étaient extrêmement risquées et sujettes à des échecs techniques. Le 12 août 1944, le lieutenant Joseph P. Kennedy Jr., frère aîné du futur président américain, fut tué dans l'explosion de son avion peu après le décollage.
Le programme fut discrètement annulé après de multiples échecs et un lourd bilan humain. Numéro 4. L'une des révolutions technologiques les plus silencieuses de la Seconde Guerre mondiale fut la fusée de proximité VT à temps variable, un système de détonation guidé par radar développé par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Au lieu d'exploser à l'impact ou par minuterie, ce dispositif compact mais révolutionnaire déclenchait les explosifs lorsqu'ils s'approchaient suffisamment de leur cible. Il fonctionnait avec un émetteur-récepteur radar miniature. Lorsqu'un projectile s'approchait d'un avion ou d'une formation ennemie, le signal radar rebondissait et déclenchait la fusée à la distance idéale pour une destruction maximale. Déployée pour la première fois par la marine américaine en 1942 dans le Pacifique, la fusée s'est avérée dévastatrice contre les avions kamikazes japonais. Plus tard, cette technologie fut utilisée dans les obus d'artillerie lors de la bataille des Ardennes en décembre 1944. Les obus explosèrent au-dessus des tranchées, rendant toute couverture inutile. Le général Patton le qualifia même de nouveau développement le plus important de la guerre. Cette technologie était si secrète que même les soldats alliés en connaissaient rarement le fonctionnement. Numéro 3. La torpille la plus redoutée de la guerre, ce titre revient à la Type 93 japonaise, surnommée la Longue Lance par les Alliés. Elle utilisait de l'air enrichi en oxygène au lieu d'air comprimé, pouvait atteindre plus de 90 km/h, avait une portée de 40 km et emportait environ 500 kg de charge explosive. Les destroyers et croiseurs japonais l'utilisèrent avec des effets dévastateurs lors de batailles comme celle de l'île de Savo et de Guadalcanal. Elle ne laissait aucune trace de bulle, la rendant quasiment invisible jusqu'à son impact. À mesure que la position japonaise s'affaiblissait, ils développèrent des versions encore plus meurtrières, comme le Kaiten, une torpille suicide habitée. En 1944, ces types 93 modifiés furent équipés d'un cockpit et d'une charge militaire plus importante, pesant 1300 kg. Les pilotes les dirigeaient directement vers les navires ennemis lors d'attaques de type kamikaze. Lancés depuis des sous-marins, les Kaiten parvenaient parfois à couler des navires, comme l'USS Mississinawa. Numéro 2. Dans les couloirs secrets de Bletchley Park, des décrypteurs britanniques ont construit Colossus, le premier ordinateur électronique programmable au monde, un jalon dans l'histoire technologique. Développé entre 1943 et 1944, Colossus était conçu pour déchiffrer le complexe chiffrement de Lorentz utilisé par le haut commandement allemand, un chiffrement encore plus sophistiqué que la célèbre machine Enigma. L'ingénieur Tommy Flowers proposa une solution radicale, un système entièrement électronique basé sur des tubes à vide, capable d'analyser des messages codés à la vitesse de l'éclair. Le Colossus Mark I devint opérationnel en février 1944 et joua un rôle crucial dans le déchiffrement des communications allemandes avant le jour J. Avec 2500 tubes à vide et une vitesse de 5000 caractères par seconde, la machine était révolutionnaire. Mais le projet était si secret qu'après la guerre, les machines furent démantelées et leur existence passée sous silence. Ce n'est que dans les années 1970 que l'histoire de Colossus fut enfin révélée. Une prouesse sans précédent restée dans l'ombre pendant des décennies. Numéro 1. Au plus profond de la Mandchourie occupée se trouvait l'un des secrets les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale, l'unité 731. Officiellement appelé département de prévention des épidémies et de purification de l'eau, il s'agissait en fait d'un centre de recherche terrifiant pour l'expérimentation humaine et la guerre biologique. Créée en 1936 par le général Shiro Ishii, l'unité 731 développa des agents pathogènes mortels tels que la peste, le choléra, l'anthrax et la typhoïde, qui furent testés sur des prisonniers vivants dans des conditions inimaginables. Des civils chinois, soviétiques, coréens et même des prisonniers de guerre alliés furent intentionnellement infectés et vivisectés sans anesthésie pour étudier la progression de la maladie. Les victimes ont également été exposées au froid extrême, à la déshydratation et à des toxines chimiques. Au moins 3000 personnes sont mortes dans l'installation et des dizaines de milliers d'autres ont souffert lors des essais sur le terrain. Lors de l'un des incidents les plus tristement célèbres, l'unité 731 a lâché des puces infectées par la peste dans des villes chinoises comme Ningbo et Changde afin de tester l'utilisation d'une arme pour l'infection de masse. Malgré ces atrocités, de nombreux dirigeants de l'unité 731 ont bénéficié de l'immunité contre les poursuites judiciaires américaines en échange de leurs prétendues recherches. Cette décision reste très controversée à ce jour. Ce n'est que des décennies plus tard que davantage de détails ont été révélés sur ce qui s'est réellement passé dans cette horrible installation. Quelle technologie secrète voudriez-vous utiliser?
Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez